La chambre froide était le seul endroit du restaurant où je pouvais m'effondrer sans être vu. Je me tenais là, tremblante dans mon mince uniforme de serveuse, les doigts pressés contre mes yeux pour endiguer le flot de larmes. « Reprends-toi, Hélène », me disais-je. Mais mon corps me trahissait par des sanglots silencieux que je ne pouvais contenir. Le rugissement des ventilateurs industriels couvrait heureusement le bruit. Au moins, personne ne pouvait m'entendre me briser. Le service du dîner à l'Étoile d'Or, le restaurant italien haut de gamme du 8e arrondissement de Paris où je travaillais, avait été un cauchemar. Les vendredis soirs attiraient toujours une clientèle exigeante. Des traders de la défense célébrant des contrats, des couples élégants pour leurs anniversaires, des touristes s'offrant un aperçu de la grande vie. J'avais déjà géré tout ça, mais ce soir était différent. Ce soir, j'étais à bout. Le SMS qui s'était affiché sur mon téléphone 1 heure plus tôt brûlait, encore dans ma mémoire. Loyer en retard de 3 jours. Payez 1800 € ou vous êtes dehors. Comme si je pouvais faire apparaître une telle somme par magie. Mes mains tremblaient en me souvenant du message suivant de mon propriétaire, Gérard. Une suggestion lubrique sur d'autres façons de couvrir ma dette. J'avais eu la nausée en le lisant, puis une fureur froide, et enfin un sentiment d'impuissance totale. Gérard était aussi mon chef de salle, l'homme qui contrôlait mon planning, et pour l'instant, si j'aurais un toit sur la tête la semaine prochaine. Quand j'avais essayé de rire de son insinuation plus tôt dans la semaine, il s'était penché trop près et avait murmuré « Pensez-y, ou commencez à faire vos cartons ». La chaleur de son souffle et la pression de sa main sur mon épaule étaient restées comme une souillure sur ma peau. Je pouvais presque entendre sa voix huileuse. « Pauvre Hélène. Ne savez-vous pas que la vie pourrait être plus facile si vous coopériez un peu ?» Une vague de colère a percé ma peur. Je travaillais à l'Étoile d'Or depuis 2 ans et j'avais gagné chaque euro honnêtement. Il était hors de question que je me vende pour payer mon loyer ou garder ce travail. Mais la juste colère ne changerait rien au fait que je n'avais pas d'argent et aucune famille à qui demander de l'aide. Ma mère était à l'autre bout du pays, près de Nancy, joignant à peine les 2 bouts elle-même. Mes amis de la fac s'étaient éloignés quand j'avais dû abandonner mes études l'année dernière. Les frais d'hospitalisation de papa avaient englouti toutes mes économies pour l'université. Et après son décès, je ne pouvais plus suivre les cours et payer un appartement avec un salaire de serveuse. À 24 ans, ce travail était tout ce que j'avais, et le perdre signifierait tout perdre. Je me suis redressé et j'ai essuyé mon visage avec le bas de mon tablier. Le petit miroir sur la porte du congélateur reflétait mes joues marbrées et mes yeux cerclés de rouge. Mes cheveux bruns foncés, habituellement bien rangés en queue de cheval, s'étaient échappés en frisottis autour de mon visage à cause de l'humidité de la cuisine. J'avais l'air de ce que je ressentais. Fragile, désespéré, épuisé. Pas vraiment le look idéal pour l'accueil d'un grand restaurant. J'ai jeté un peu d'eau froide d'un évier de préparation sur mon visage et je l'ai séché en tapotant, puis je me suis pincé les joues pour me donner des couleurs. La dernière chose dont j'avais besoin était un client se plaignant que sa serveuse avait l'air d'une épave. En sortant de la chambre froide, la chaleur comparative de la cuisine m'enveloppa, ainsi que l'odeur de sauce tomate et de steak grillé. Ma montre indiquait 21h30. Seules quelques tables restaient occupées dans la salle à manger. Le pire de la soirée était passé. Peut-être que je pourrais finir mon service tranquillement et éviter Gérard jusqu'à ce que je trouve un plan. Alors que je me dirigeais vers la porte battante pour retourner en salle, j'ai failli percuter Manon, l'une des autres serveuses, qui portait un plateau de cannoli. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Oh là là, ma belle, ça va ?» demanda-t-elle en examinant mon visage. Je n'avais manifestement pas aussi bien caché les preuves de mes pleurs que je l'espérais. « Ça va. » ai-je menti avec un sourire crispé. Juste besoin d'un instant pour me rafraîchir. L'expression de Manon vacilla avec sympathie. Elle baissa la voix, bien que le bruit de la cuisine masquât probablement notre conversation de toute façon. Il a encore recommencé, n'est-ce pas? J'ai vu Gérard te suivre tout à l'heure. Il t'a dit une saleté? J'ai dégluti, ma gorge encore serrée. Ce n'est rien que je ne puisse gérer, ai-je répondu, ce qui n'était pas vraiment une réponse. Nous savions toutes les deux que Gérard avait une réputation. Il n'avait pas encore franchi de ligne claire avec moi, juste des insinuations lourdes et ces attouchements non désirés qui me donnaient la chair de poule. Mais d'autres n'avaient pas eu cette chance. Manon elle-même l'avait un jour endurée, se frottant accidentellement contre son derrière si souvent en un seul service qu'elle s'était réfugiée aux toilettes pour hurler. Mais elle avait autant besoin de ce travail que moi. Le dénoncer semblait futile. Le propriétaire de l'Étoile d'Or était une figure absente, et les plaintes revenaient toujours à Gérard lui-même. C'était un cercle vicieux. Manon me lança un regard scrutateur. « Si tu veux, je peux prendre ta dernière table pour que tu puisses rentrer plus tôt. » Avant que je puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et comme s'il était conjuré par nos pensées, Gérard entra.
Sa masse remplissait l'embrasure de la porte, et ses yeux se fixèrent sur moi avec ce mélange d'agacement et de suffisance que j'en étais venu à redouter. « Hélène » lança-t-il, ignorant complètement Manon. « La table 7 doit être débarrassée. Arrête de te cacher à l'arrière. On ne te paie pas pour te prélasser. » Mes joues brûlèrent, la honte et la colère ravivaient sous ma peau. On ne te paie pas, comme si l'argent sortait de sa poche. Il me payait à peine plus que le SMIC, et je gagnais chaque centime en m'occupant des clients pendant qu'ils se pavanaient ou aboyaient des ordres. Mais je me suis tu. Discuter ne ferait qu'empirer les choses plus tard, quand personne ne serait là pour voir. « Oui, monsieur », ai-je marmonné, les yeux baissés, et je suis passé rapidement devant lui. J'ai senti son regard s'attarder sur moi alors que je partais, comme le contact d'une main moite sur mon dos. « Tiens bon jusqu'à la fin de la soirée, » pensai-je. « Demain, tu trouveras une solution. » Je suis sorti dans la salle à manger principale, soulagé d'échapper à sa présence. Le restaurant s'était installé dans une accalmie post-dîner. Une musique de jazz douce jouait dans les haut-parleurs, et les lumières étaient tamisées pour créer une lueur ambrée. Seules quelques tables étaient encore occupées. Mon cœur battait encore la chamade à cause de l'incident dans la cuisine, mais je me suis forcé à me concentrer. La table 7, près des grandes fenêtres avant, était vide, à l'exception d'assiettes sales et de serviettes froissées. J'ai pris un plateau de débarrassage et j'ai commencé à nettoyer. Chaque tintement de vaisselle contre le plateau était étrangement apaisant. Une petite tâche normale que je pouvais contrôler. Une assiette, un verre, une serviette à la fois. Ma respiration ralentit pour s'accorder au rythme du nettoyage. Je n'ai pas réalisé que quelqu'un s'était approché avant de sentir une silhouette de l'autre côté de la table. J'ai levé les yeux, une assiette à la main, et mon souffle s'est coupé. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenait là, me regardant. Il était grand, bien plus d'1,80 m, avec un costume anthracite si impeccablement taillé qu'on aurait dit qu'il avait été cousu sur lui. Sous la veste, une chemise blanche impeccable était déboutonnée au col, où j'ai aperçu une fine chaîne en or contre une peau hâlée. Il avait le genre de visage qu'on n'oublie pas, des traits forts et saisissants comme sculptés dans la pierre, à peine adoucis par la lumière chaude du plafond. Ses cheveux étaient d'un noir profond, lissés en arrière de son front. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé, sombres, pénétrants, et à ce moment-là, tranquillement inquiets. J'ai réalisé que je le dévisageais. Pire encore, qu'il m'examinait avec un pli entre les sourcils, comme si quelque chose chez moi le troublait. Dans un éclair de conscience de moi-même, je me suis demandé à quoi je ressemblais pour lui. Une serveuse aux yeux gonflés, agrippant de la vaisselle sale avec des mains crispées. « Je suis désolé, monsieur », ai-je réussi à dire, forçant un sourire poli en posant l'assiette sur le plateau. « J'aurais débarrassé votre table dans un instant. » Il a continué à me regarder, et j'ai remarqué maintenant qu'il n'était pas seul. Un autre homme, également en costume sombre, se tenait à une distance respectueuse derrière lui, vigilant comme un garde du corps. Quelque chose dans leur posture et leur confiance tranquille m'a soudain fait prendre conscience que ce n'était pas un client ordinaire qui vérifiait sa table. En effet, du coin de l'œil, j'ai vu Manon près de la porte de la cuisine, nous regardant avec une expression mêlée d'appréhension et d'admiration. Son regard a croisé le mien, et elle a articulé sans un son « c'est lui ». Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais mon estomac a fait un petit bond. L'homme aux yeux sombres a jeté un coup d'œil au désordre sur la table 7, puis est revenu à moi. « Pas de précipitation », dit-il, la voix basse et étonnamment douce. « Prenez votre temps, s'il vous plaît. » J'ai cligné des yeux. La plupart des clients à cette heure étaient soit ivres et joviales, soit impatients de partir. Cet homme n'était ni l'un ni l'autre. Au contraire, il semblait s'inquiéter pour moi, mais cela n'avait aucun sens. Nous étions des étrangers. « Merci », ai-je murmuré, ne sachant pas quoi dire d'autre. J'ai empilé les derniers verres sur mon plateau. En me redressant, j'ai réalisé qu'il me tendait quelque chose. Un mouchoir en lin, d'un blanc immaculé avec des bords brodés. « Vous avez oublié une trace », dit-il doucement, et il a touché sa propre joue pour indiquer la mienne. Mortifié, j'ai compris qu'une trace de larme que je n'avais pas essuyée devait encore être visible sur mon visage. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, encore moins de la part d'un inconnu. Pendant une seconde, j'ai hésité. De près, sa présence était encore plus imposante. Il dégageait une aura d'autorité qui rendait l'espace autour de lui électrique. Pourtant, rien dans son comportement n'était menaçant. Au contraire, stable et calme, comme s'il avait tout le temps du monde pour attendre que j'accepte la simple offre d'un mouchoir. « Merci », ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. J'ai pris le mouchoir et je l'ai tamponné contre ma joue. Une faible odeur de savon propre et quelque chose comme du cèdre s'accrochait au tissu. Il m'est venu à l'esprit que c'était peut-être l'utilisation la plus absurde d'un accessoire coûteux,
absorber les larmes d'une serveuse. Il a hoché la tête une fois, une inclinaison courtoise du menton. De rien. Pendant un moment, nous sommes restés là, dans la douce lumière, le tintement des couverts et le murmure des autres convives s'estompant en arrière-plan. Il y avait une intensité dans son regard sombre qui me faisait me sentir exposé, comme s'il pouvait lire chaque souci et humiliation que j'avais enduré ce soir, écrit en toutes lettres sur mon visage. J'ai baissé les yeux, rougissant, et je me suis occupé de soulever le lourd plateau de débarrassage. L'homme s'est écarté avec fluidité pour me laisser passer. « Faites-vous aider pour ça », dit-il. Une observation plus qu'un ordre, sur un ton qui suggérait qu'il n'avait pas l'habitude d'être contredit. Mes genoux ont légèrement fléchi sous le poids du plateau. C'était vrai que j'étais épuisé et que je l'avais surchargé. « Ça va, merci », ai-je insisté par réflexe, ajustant ma prise. « Vraiment ». L'ombre d'un froncement de sourcils a tiré le coin de sa bouche. Il semblait sur le point de dire autre chose quand soudain, la voix de Gérard a traversé la salle à manger. « Hélène !» aboya Gérard depuis le bar. Le son m'a fait sursauter, manquant de renverser le plateau. Je l'ai stabilisé et j'ai regardé dans sa direction. Gérard observait avec des yeux perçants et plissés. « Arrête de traîner et bouge-toi !» Son ton était purement professionnel devant les clients, mais la grimace sur son visage rougeau promettait que j'en entendrais parler plus tard. La chaleur a de nouveau inondé mes joues, un mélange toxique d'embarras et de peur. L'homme à côté de moi a légèrement tourné la tête en direction de Gérard. Son expression n'a pas changé, mais j'ai senti un changement, une irritation calme et contrôlée, comme une ondulation sur une eau immobile. Gérard a semblé remarquer le grand inconnu pour la première fois et a pâli, sa bouche se fermant d'un coup. C'était déroutant. Je n'avais jamais vu Gérard perdre ses mots en réprimandant un employé, mais le gérant s'est rapidement ressaisi, arborant un sourire obséquieux en s'approchant de nous. « Monsieur Lombard », dit-il en inclinant la tête. « Je n'avais pas réalisé que vous étiez arrivé. Bienvenue, monsieur Lombard. » J'ai compris avec un choc qui devait se tenir à côté de moi. Mathieu Lombard, le propriétaire du restaurant. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il visitait rarement en personne, préférant laisser ses gérants s'occuper des opérations quotidiennes, mais son nom était murmuré avec un mélange de respect et de peur par ici, généralement lorsque des mémos de la direction arrivaient ou lorsque des rénovations coûteuses étaient effectuées du jour au lendemain sans explication. Les histoires parmi le personnel le dépeignaient comme une sorte de fantôme riche qui pouvait apparaître sans prévenir et mettre fin à des carrières d'un seul mot. Et me voilà, debout à côté de lui, utilisant son mouchoir pour sécher mes larmes stupides. « Mes excuses si notre service n'a pas été excellent, monsieur », continua Gérard d'un ton flatteur. Il me lança un regard d'avertissement, puis retourna rapidement à ses courbettes devant le patron. « Nous ne vous attendions pas ce soir. Si j'avais su, j'aurais organisé un accueil digne de ce nom. » Mathieu Lombard a à peine accordé un regard à Gérard. « Le service a été très bien, » dit-il froidement. Bien que je m'inquiète que mon personnel n'ait apparemment pas le droit de respirer entre deux tâches. Ces mots modérés firent tressaillir Gérard comme s'il avait été giflé. Je suis resté figé, ne sachant pas si je devais m'éclipser. Mathieu parla de nouveau avant que je puisse le faire, son ton d'une politesse glaciale. « Je pense qu'il serait préférable que vous nous laissiez un moment, à Hélène et à moi. Nous devons discuter de... » Il marqua une pause, et je sentis son regard sur moi de nouveau. Son emploi du temps. Mon emploi du temps? Je le regardai, confuse. Gérard nous regarda tour à tour, incertain, mais il savait qu'il ne fallait pas discuter. « Oui, monsieur », marmonna-t-il. Ses yeux se posèrent sur moi avec une haine à peine dissimulée derrière un mince sourire. « Je vais juste voir en cuisine. » Sur ce, il s'éclipsa, me laissant seul avec le propriétaire. J'ai ouvert la bouche, une excuse ou peut-être un remerciement sur le bout de la langue, mais Mathieu a parlé le premier. « Pourquoi ne vous ai-je jamais vu ici auparavant, Hélène ?» Entendre mon nom dans sa bouche m'a surprise. Il devait l'avoir entendu dans les vociférations de Gérard, mais la façon dont il l'a dit, douce, comme si cela avait de l'importance, a envoyé une étrange chaleur à travers moi. Je travaille habituellement des services plus tôt, ai-je réussi à dire, et je pense que c'est la première fois que vous venez pendant que je suis de service. Il a hoché la tête comme si cela avait du sens. Ses yeux m'ont parcouru, m'évaluant, non pas d'une manière lubrique, mais comme s'il cataloguait les détails, mon visage encore rougi, la façon dont je tenais le lourd plateau. Toujours dans mes bras, réalisai-je avec une petite grimace. « Posons ça, d'accord », dit-il, me soulageant du plateau avant que je puisse protester. Il le plaça sur une desserte voisine avec une aisance déconcertante. J'ai remarqué avec quelle douceur il a pris, faisant attention à ne pas me frôler plus que nécessaire. Mes épaules me faisaient mal à cause de la tension relâchée. « Merci », dis-je.
Mon cœur battait la chamade, en partie à cause de l'embarras résiduel, en partie à cause de la nervosité d'être face au patron dont j'avais tant entendu parler, et en partie à cause de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Il me rendait nerveuse, mais pas de la même manière que Gérard. Plutôt comme si je me tenais au bord d'une falaise, avec le sentiment qu'un pas de plus vers lui pourrait me faire plonger dans des profondeurs que je ne pouvais prédire. Il glissa ses mains dans ses poches, me considérant pensivement. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, Hélène ?»« 2 ans, monsieur. » Un soupçon de sourire ironique effleura ses lèvres. Monsieur me fait paraître vieux. J'ai 34 ans, pour information. Je me suis mordu la lèvre. Monsieur Lombard, alors. Je n'osais pas utiliser son prénom. Il pourrait ne pas apprécier cette familiarité. Il inclina la tête, acceptant cela. 2 ans. Et est-ce que ce travail vous plaît? La question m'a prise au dépourvu. Aucun patron ne m'avait jamais demandé si j'aimais gratter des assiettes et servir des boissons. J'ai décidé que l'honnêteté, dans des limites raisonnables, était la meilleure solution. J'aime certaines parties. J'aime rendre les clients heureux, avoir des habitués, le rythme d'une soirée chargée. Ça peut être satisfaisant. Il a noté ma formulation prudente. Mais, j'ai hésité, puis je me suis dit que j'avais peu à perdre. Après ce soir, Gérard pourrait très bien me renvoyer de toute façon. Mais ça peut être beaucoup. Les heures tardives, les clients difficiles, jongler avec les cours. Je me suis interrompu, réalisant que j'avais mentionné les cours. Je n'étais même plus à l'école, même si je voulais désespérément y retourner si je pouvais un jour économiser assez. Le sourcil de Mathieu se haussa légèrement. Les cours. J'ai dégluti. Je suivais des cours à l'université à temps partiel. J'ai dû faire une pause ce semestre. Son expression ne montrait pas exactement de la pitié. Plutôt quelque chose comme de la compréhension. Je vois. Il se pencha un peu plus près, baissant la voix. Pardonnez-moi si je suis indiscret, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous étiez bouleversé tout à l'heure. S'il y a un problème dans mon restaurant, je dois le savoir. Mon estomac s'est retourné. Il devait m'avoir vu dans la chambre froide ou juste après. Immédiatement, mes défenses se sont dressées. Si je lui disais la vérité sur Gérard, ce serait ma parole contre celle de mon gérant. Gérard, qui avait probablement bien plus l'oreille du patron qu'une simple serveuse. Et si je me trompais sur les intentions de Mathieu, me plaindre d'un gérant pourrait se retourner terriblement contre moi. J'avais vu cela arriver à une barmaid ici une fois. Elle s'était plainte de la façon dont les choses étaient gérées, et soudainement, ses services avaient été réduits à néant. J'ai forcé un sourire qui avait un goût amer sur ma langue. Ce n'est rien de grave, juste une affaire personnelle, monsieur Lombard. Ses yeux sombres se plissèrent un peu, comme s'il pouvait sentir la demi-vérité. Vous êtes sûr? Insista-t-il doucement. Je ne veux pas me mêler de votre vie, Hélène, mais j'apprécie mes employés. Si quelqu'un ou quelque chose cause un problème ici au travail. Il laissa la phrase en suspens. Mon cœur battait à tout rompre. Soupçonnait-il Gérard? Avait-il entendu plus que je ne le pensais? Gérard était entré de manière assez bruyante. Mais Mathieu attendait calmement. Aucune impatience. Seulement cette attention inébranlable qui me donnait l'impression qu'il se souciait vraiment de ma réponse. À ce moment-là, la tentation de tout déballer a failli me submerger. De dire « Oui, votre gérant est un salaud horrible qui me fait du chantage et me harcèle. » De laisser quelqu'un de plus fort et de plus puissant s'en occuper, juste pour une fois. Mes yeux me piquaient et j'ai dû détourner le regard vers la fenêtre où la pluie avait commencé à crépiter contre la vitre. De minuscules gouttes reflétant les lumières des rues de Paris. Commençai-je, tirant doucement sur un fil lâche de mon tablier. Mais les mots sont morts dans ma gorge. La peur a refait surface. La peur de ne pas être cru, ou pire, d'être cru et de subir quand même des représailles. Gérard avait laissé entendre qu'il y aurait des conséquences si je faisais du bruit. Et quelle preuve avais-je? Quelques SMS dégoûtants qu'il pourrait prétendre être des blagues ou mal interprétés. Ma parole contre la sienne concernant ses attouchements et ses menaces. Mathieu attendait, patient mais attentif. Sa présence semblait rassurante, comme un mur sur lequel je pourrais m'appuyer si je le choisissais, mais la confiance était quelque chose que je ne pouvais pas accorder facilement. Pas après des années à regarder mon père charmer le monde extérieur et briser notre foyer en privé, me laissant méfiante envers les hommes en position d'autorité. Pas après le propriétaire avant Gérard, qui avait augmenté mon loyer de 20% du jour au lendemain, juste parce qu'il savait que je n'avais nulle part où aller. Le monde m'avait appris que les hommes puissants veillaient d'abord à leurs propres intérêts. J'ai dû mettre trop de temps à répondre. L'expression de Mathieu s'est adoucie. « D'accord, » dit-il doucement. « Je ne vais pas insister, Hélène, mais si vous avez besoin d'aide. »
Il a sorti une petite carte de la poche intérieure de son costume. Il me l'a tendue. C'est mon numéro direct. Vous pouvez appeler à tout moment, pour n'importe quelle raison. Compris? J'ai regardé la carte dans ma main. C'était un carton épais et coûteux, gravé de son nom et d'un numéro de téléphone, rien d'autre. Le geste était généreux et surprenant. J'ai refermé mes doigts dessus comme si elle pouvait disparaître. « Merci », ai-je murmuré en croisant son regard. « J'apprécie. » Il a fait un seul signe de tête. Pendant un moment, quelque chose de non dit est passé entre nous. Dans ses yeux, j'ai cru voir une lueur d'une émotion que je ne pouvais nommer. Quelque chose de protecteur, peut-être. Cela m'a coupé le souffle. Puis il s'est redressé, l'air professionnel. « Je vais dîner maintenant, et j'attends de vous que vous preniez une courte pause, que vous buviez un verre d'eau et que vous vous ressaisissiez. » Oui, une protestation est née sur mes lèvres. Le personnel n'était pas censé prendre de pause si tard, sauf en cas de nécessité absolue. Mais le léger soupçon de sourire sur les lèvres de Mathieu m'a dit qu'il le savait parfaitement. Ce n'était pas une demande à discuter. « Oui, monsieur Lombard, » ai-je dit, un peu de choc colorant encore mon ton. Son sourire a atteint ses yeux maintenant, une chaleur subtile. « Bien. Je suis content que nous nous comprenions. » Et sur ce, il s'est éloigné, me jetant un dernier regard persistant avant de retourner à la banquette au fond, où deux autres hommes en costume étaient apparus discrètement pour le rejoindre. J'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle et je l'ai laissé échapper dans une expiration tremblante. Tout cet échange semblait étrangement irréel, comme un rêve qui avait brièvement traversé ma réalité autrement morne. J'ai touché la carte de visite impeccable dans ma main, puis je l'ai glissée en sécurité dans la poche de mon tablier à côté de son mouchoir, que j'avais distraitement gardé serré dans mes doigts. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir Gérard rôder près du bar, observant Mathieu avec un mélange d'appréhension et de rage dans les yeux. Il n'avait pas entendu nos mots, mais il savait que je venais d'avoir l'oreille et l'attention du propriétaire d'une manière qu'il n'avait jamais eue. Mon estomac s'est noué nerveusement. Quel que soit le fragile abri que j'avais trouvé dans la gentillesse de Mathieu, Gérard s'assurerait que je le paie une fois que le patron serait parti. Tiens bon jusqu'à la fin de la soirée, me suis-je rappelé à nouveau. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une minuscule étincelle d'espoir. Peut-être que je n'étais pas aussi seul que je le pensais une heure auparavant. Je me suis versé rapidement un verre d'eau glacée et je l'ai bu dans le coin des serveurs, sentant le regard sombre de Mathieu se poser occasionnellement dans ma direction depuis sa table d'angle. Fidèle à sa parole, il n'a rien demandé de spécial, juste un repas simple, que Manon s'est empressée de servir, me laissant de l'espace. Peut-être sentait-il que je ne pouvais pas le servir directement, pas avec mes émotions encore à vif. J'étais reconnaissante pour cette compréhension silencieuse. Finalement, 22h30 est arrivé et les derniers clients sont partis. Gérard a gardé ses distances, s'occupant de paperasse au pupitre d'accueil, mais je sentais la tension s'accumuler dans l'air. J'ai aidé Manon à monter les dernières chaises sur les tables et à les essuyer. Le lave-vaisselle cliquetait dans la cuisine. Le chef était parti depuis longtemps, laissant le nettoyage à son équipe. Mathieu Lombard est resté à sa table même après le départ de ses compagnons. Il sirotait un expresso, apparemment sans se presser, alors que nous fermions autour de lui. Il était inhabituel pour un propriétaire de rester si tard, encore moins dans la pénombre silencieuse d'une salle à manger vide. J'ai essayé de ne pas remarquer à quel point il était une figure saisissante au milieu des tables vides, comme le roi d'un château désert, arpentant son domaine en solitaire. Mon plan était de pointer dès que possible et de m'éclipser. Mais alors que je sortais de la cuisine avec mon manteau et mon sac à main, j'ai failli tomber nez à nez avec Gérard dans le couloir près du bureau du gérant. « Vous allez quelque part ?» demanda-t-il, la voix basse. Toute prétention de cordialité professionnelle avait disparu. Ses petits yeux porcins brillaient de colère. Mon pouls s'est accéléré. « Chez moi », ai-je dit en essayant de le contourner. « Mon service est terminé. » Gérard bougea, bloquant le couloir étroit qui menait à la sortie de service. Sa masse se dressait au-dessus de moi, l'odeur rance de sa sueur et de son eau de Cologne me retournant l'estomac. « Pas si vite », siffla-t-il. « Vous croyez que je ne vous ai pas vu vous accoquiner avec le patron? Quel mensonge lui avez-vous raconté? » Hein? Mon cœur a commencé à battre douloureusement. « Je ne lui ai rien dit, » ai-je dit rapidement. « Nous avons juste parlé de mon emploi du temps. » Connerie. La lèvre de Gérard s'est retroussée. « Vous me prenez pour un idiot? Que je ne reconnais pas une vipère quand j'en vois une. Vous pleurnichiez pendant tout le service et la seconde d'après, vous faites là. Belle avec Lombard. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Je le jure, ai-je insisté. Mes yeux se sont tournés vers l'entrée de la salle à manger. Je pouvais encore voir Mathieu là-bas dans ma vision périphérique,
le dos tourné vers nous pour le moment. Si je criais, m'entendrait-il? Je ne voulais pas le découvrir. Je ne voulais pas de scène. Gérard a planté un doigt dans mon épaule, me poussant contre le mur. « Écoutez-moi bien, petite allumeuse », gronda-t-il. « Les hommes comme Lombard, ils croquent les filles comme vous au petit déjeuner et vous oublient avant le déjeuner. Si vous essayez de l'utiliser pour vous défiler de ce que vous me devez, vous faites une grosse erreur. » Mon sang s'est glacé. C'était un niveau de menace que je ne lui avais jamais entendu employer auparavant. Malgré la sueur qui perlait sur son front, il parlait avec une certitude tranquille. J'ai réalisé que j'avais peut-être sous-estimé à quel point un homme comme Gérard pouvait être dangereux lorsqu'il était acculé. « S'il vous plaît, laissez-moi partir », ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts pour la garder stable. « Je veux juste rentrer chez moi. » Gérard s'est penché plus près, son visage à quelques centimètres du mien. Ma peau s'est hérissée. Nous avions un accord. Le loyer pour demain ou vous payez autrement. Ça n'a pas changé. En fait, ce soir a empiré votre situation. Que voulez-vous dire? Ai-je balbutié. Il a ricané. Je veux dire que si je perds mon travail parce que vous avez pleurniché à Lombard, vous perdrez bien plus. Je connais des gens, Hélène. Vous ne serez en sécurité nulle part, même si vous sortez d'ici ce soir avec sa bénédiction. Mon sang s'est figé. Ce n'était plus seulement de l'intimidation au travail. Cela ressemblait à une véritable menace pour ma sécurité. Les dents de Gérard étaient découvertes dans un sourire hideux, et la lumière fluorescente au-dessus de nos têtes projetait des ombres profondes sous ses sourcils qui le faisaient paraître presque sauvage. J'ai essayé de me ressaisir. « Gérard, je n'ai rien dit. »« D'accord, je ne dirai rien. » Je ne l'ai pas fait. Mes yeux étaient suppliants maintenant. Rien n'a changé. Je vous trouverai l'argent d'une manière ou d'une autre. Son regard a vacillé, cherchant la vérité sur mon visage. J'ai eu la sombre satisfaction d'y voir une pointe d'incertitude. « Demain », a-t-il exigé. « Apportez-moi quelque chose, au moins la moitié. » Ou « Y a-t-il un problème ici ?» La voix était calme, mais elle a tranché le silence chargé du couloir comme un couteau. Gérard et moi nous sommes retournés pour voir Mathieu Lombard debout au bout du corridor, une main dans sa poche, l'autre tenant son téléphone. Son expression était illisible, mais ses yeux sombres ne manquaient rien. Gérard a immédiatement reculé, sa main tombant de là où elle avait épinglé mon épaule. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Combien Mathieu avait-il entendu? « Aucun problème, monsieur, » dit Gérard, mielleux et nerveux. Le changement de ton était instantané et obséquieux. Je discutais juste de questions d'horaire avec Hélène. Je me suis plaqué contre le mur, essayant de composer mon visage. Mon épaule me lançait là où le doigt de Gérard s'était enfoncé. Le regard de Mathieu s'est posé sur moi, et j'ai vu une tempête gronder sous son apparence autrement calme. Il devait avoir surpris la fin de la menace de Gérard, si ce n'est plus. Mathieu a glissé son téléphone dans sa poche et s'est dirigé vers nous sans se presser. Gérard s'est littéralement tassé un peu à l'approche du propriétaire. Le couloir était étroit, et quand Mathieu nous a rejoints, il s'est placé délibérément entre moi et Gérard, faisant face à mon gérant avec un sourire agréable qui n'atteignait pas ses yeux. « Gérard, je pense que je vais m'occuper de la fermeture moi-même ce soir, » dit Mathieu. « Vous avez eu une longue journée, n'est-ce pas ?» Gérard cligna des yeux. « Oh, ce n'est pas un problème. J'insiste. » Les deux mots furent prononcés doucement, mais avaient le poids d'un ordre. « Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. » C'était comme regarder une souris réaliser qu'elle est coincée par un chat. Gérard n'a hésité qu'une seconde avant de sortir le trousseau de clés de sa poche et de le lui tendre. « Bien sûr, monsieur, » marmonna-t-il. « Si vous en êtes sûr. »« J'en suis très sûr, » dit Mathieu. Il a empoché les clés. « Vous êtes congédié pour la nuit. Nous pourrons discuter de tout le reste lundi. » Le visage de Gérard s'est décomposé. « Oui, monsieur. Bonne nuit. » Il me lança un dernier regard plein de poignards, puis se faufila entre nous et se dépêcha de sortir par l'entrée principale. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer dans un souffle alors qu'il partait dans la nuit pluvieuse. Soudain, toute la force a quitté mes jambes. Je n'avais pas réalisé à quel point chaque muscle était tendu jusqu'au moment où j'ai su que Gérard était parti. Je me suis affaissé contre le mur, fermant les yeux, essayant de calmer ma respiration. Hélène. La façon dont Mathieu a prononcé mon nom était si douce que ça a failli me faire craquer. J'ai senti sa main planer près de mon bras, sans tout à fait me toucher. « Regardez-moi. » Je l'ai fait et j'ai trouvé son visage plus proche que prévu. Il s'était légèrement penché pour être à mon niveau, l'inquiétude évidente dans la tension autour de ses yeux. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda-t-il, la voix basse et étonnamment tendre. C'était un ton qui impliquait qu'il s'en doutait déjà,
mais qu'il avait besoin de l'entendre de ma bouche. J'ai secoué la tête, les larmes menaçant de nouveau après tant d'efforts pour les retenir. Ce n'est rien. Mathieu a expiré lentement, comme s'il contenait une tourmente intérieure. Hélène, s'il vous plaît. Je l'ai entendu mentionner que vous lui deviez de l'argent et quelque chose à propos de ne pas être en sécurité. Sa mâchoire s'est crispée un instant. S'il vous a fait du mal ou vous a menacé, je dois le savoir. Sa sincérité m'a submergé comme une bombe, desserrant l'étau que ma peur avait sur ma gorge. Pourquoi était-il si facile de croire qu'il s'en souciait vraiment? Je ne voyais aucune ruse dans son expression. Seulement une indignation constante en mon nom et une détermination patiente à obtenir des réponses. Une respiration tremblante m'a échappé. Je suis en retard sur mon loyer. Ai-je réussi à dire, ma voix hésitante. Gérard est aussi mon propriétaire, de l'immeuble à l'étage. Il a dit que si je ne pouvais pas payer, que je lui devrais d'autres choses. J'ai ravalé la bile qui montait dans ma gorge. Il a sous-entendu que si je couchais avec lui, il annulerait le loyer. Et si je ne le faisais pas, je serais expulsé. Je me suis interrompu, la colère et l'humiliation se livrent en bataille en moi alors que j'avouais. La main de Mathieu, qui avait plané, s'est posée très légèrement sur mon avant-bras. Un contact réconfortant qui a envoyé une chaleur rayonnante depuis le point de contact. Je n'ai pas tressailli. Son contact était stable, de soutien, totalement différent des tripotages de Gérard. Il y faisait allusion depuis des semaines. Ai-je continué, la voix étouffée. Ce soir, il m'a pratiquement donné un ultimatum. Je pleurais dans la chambre froide tout à l'heure parce que je ne savais pas quoi faire. Mes yeux se sont baissés, incapables de rencontrer son regard. Quand vous m'avez trouvé à cette table, j'étais dans un sale état. Les doigts de Mathieu se sont légèrement refermés sur mon bras. Vous n'étiez pas dans un sale état, dit-il, avec une intensité tranquille dans chaque mot. Vous étiez dans une mauvaise situation qui n'était pas de votre fait. J'ai laissé échapper un souffle qui était presque un rire, amer et triste. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais peur. Si vous l'aviez confronté et que vous ne m'aviez pas cru ou que vous n'aviez rien pu faire, il se serait vengé. Je suppose qu'il l'a fait de toute façon dès qu'il a supposé que je l'avais dénoncé. Quelque chose comme du regret a traversé les yeux de Mathieu. J'aurais dû savoir, murmura-t-il. Je vous ai vu sortir de la chambre froide, dans vos yeux. Pardonnez-moi. J'ai essayé de vous donner la chance de parler, mais j'aurais dû regarder de plus près plus tôt. L'idée que cet homme puissant s'excusait auprès de moi me semblait déplacée. J'ai secoué la tête rapidement. Vous ne pouviez pas savoir. J'ai à peine laissé entendre quoi que ce soit. Sa main sur mon bras a glissé, encerclant doucement mon poignet. Il l'a soulevé légèrement, son pouce effleurant ma peau comme pour vérifier une blessure. Il vous a attrapé? Vous êtes blessé? Mon poignet allait bien, mais mon épaule. Je l'ai roulé avec précaution. Mon épaule est un peu douloureuse. Il m'a poussé assez fort, mais ça va. Les yeux de Mathieu s'assombrirent, la colère bouillonnant sous son extérieur contrôlé. J'en ai assez entendu pour savoir qu'il vous menaçait. J'ai hoché la tête, la voix faible. Il a dit que même si je partais d'ici, je ne serais pas en sécurité. Qu'il connaissait des gens qui pourraient me faire du mal s'il perdait son travail à cause de moi. Le dire à voix haute me fit frissonner. La menace avait semblé si réelle, et comme il était mon propriétaire, ce n'était pas seulement le travail. Il savait où je vivais. Un muscle a tressailli dans la mâchoire de Mathieu. Pendant un long moment, il est resté silencieux. Je pouvais sentir sous sa surface composée que quelque chose de létal était tenu en laisse serrée. Cela aurait dû m'effrayer, mais j'ai réalisé avec une certaine surprise que je ne le craignais pas. Sa colère n'était pas dirigée contre moi. Elle était pour moi, en mon nom. La distinction était frappante et importante. Après un silence tendu, il a parlé d'une voix basse et rauque. Il ne vous fera pas de mal. Pas sous ma surveillance. La conviction dans son ton m'a fait lâcher un souffle que je ne savais pas que je retenais. J'ai réalisé qu'il tenait encore légèrement mon poignet, et j'ai trouvé du réconfort dans ce contact solide et doux. Merci, ai-je chuchoté. Ces mots semblaient inadéquats pour le flot de gratitude et de soulagement qui me parcourait. Mais j'espérais qu'il comprenait. Mathieu a hoché la tête une fois, puis a soigneusement lâché mon poignet, comme s'il réalisait seulement maintenant qu'il avait tenu. « Avez-vous un endroit où aller pour le week-end » demanda-t-il. « Chez un ami ou un membre de la famille ?» J'ai hésité. « Non, pas vraiment, » ai-je admis. Manon avait un studio avec une colocataire. Ma mère était à des centaines de kilomètres, et je ne les entraînerais de toute façon pas dans ce pétrin. Son front se plissa. « Très bien, alors vous viendrez avec moi. »
J'ai dû avoir l'air surprise car il a rapidement ajouté « J'ai une suite d'invités dans l'un de mes immeubles. C'est sécurisé et confortable. Vous pourrez vous y reposer pendant que je règle ça. Je vous promets que vous serez en sécurité. » Allez avec lui. Mon esprit s'emballa. Cela semblait radical, mais ensuite je me suis imaginé seul ce soir dans mon appartement, sursautant à chaque bruit, me demandant si Gérard essaierait d'entrer ou d'envoyer quelqu'un. J'ai réalisé que j'avais vraiment peur de retourner là-bas, au moins jusqu'à ce que je puisse changer les serrures ou quelque chose du genre, ce que je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire. Mais pouvais-je faire confiance à Mathieu, un homme que je n'avais rencontré que quelques heures auparavant? Il était essentiellement mon patron, bien qu'il me semblât beaucoup plus dans ces moments intenses. Le bon sens me pressait à la prudence. Pourtant, ses yeux contenaient une sincérité qui érodait mes doutes. S'il me voulait du mal, il ne serait pas intervenu comme ça. Et il y avait autre chose. Sous l'indignation et l'inquiétude, je voyais une compréhension en lui. Comme si une partie de lui avait vécu un moment similaire de peur ou d'impuissance dans le passé. Je me suis surprise à hocher lentement la tête. D'accord. Une certaine tension a quitté ses épaules, comme s'il s'était à moitié attendu à ce que je refuse. Bien. Sortons d'ici. Il me guida vers la salle à manger et jusqu'aux portes principales. La pluie tombait plus fort dehors, audible contre la façade vitrée. Je me suis arrêté. Mon parapluie et mes bottes sont dans mon casier. Mathieu a fait un geste de la main. Ne vous inquiétez pas de ça maintenant. Je ferai récupérer vos affaires demain. Demain? J'ai réalisé que je ne dormirais pas dans mon propre lit ce soir. Un petit prix pour la sécurité, me suis-je rappelé, et j'espérais que ce serait temporaire. Il a ouvert la porte et une rafale d'air frais et humide est entrée. J'ai instinctivement resserré ma veste légère autour de moi. Avant que je puisse protester, Mathieu a enlevé sa veste de costume et l'a drapée sur mes épaules. La chaleur m'a enveloppé. La chaleur de son corps s'accrochait encore au tissu fin avec ce subtil parfum de cèdre que j'avais remarqué plus tôt. J'étais immédiatement enveloppé dans son odeur. Quelque chose de bien trop réconfortant étant donné que nous nous connaissions depuis quelques heures à peine. « Vous allez attraper froid », dit-il simplement quand j'ai commencé à murmurer qu'il n'avait pas à faire ça. Je n'ai pas résisté. Peut-être que plus tôt je l'aurais fait, mais l'épuisement et la gratitude m'ont rendu docile. « Merci », ai-je dit pour ce qui m'a semblé être la 100e fois. Il a offert un léger sourire et a placé une main guide juste au-dessus de mes reins, un contact presque flottant, ne me touchant pas tout à fait, comme s'il faisait attention à ne pas me surprendre ou être présomptueux. Ensemble, nous sommes sortis dans la nuit. Une voiture noire attendait au bord du trottoir, brillante sous la pluie. Un homme en uniforme de chauffeur est sorti en nous approchant et s'est dépêché d'ouvrir la portière arrière pour nous. Il m'a regardé curieusement pendant une seconde. Je devais avoir l'air de quelque chose, enveloppé dans une veste de costume coûteuse de 2 tailles trop grandes, mais il a gardé ses questions pour lui. Mathieu m'a aidé à monter sur la banquette arrière, puis s'est glissé à côté de moi. La porte s'est fermée, étouffant le bruit de la pluie. Dans l'espace confiné de la voiture, je suis devenue hyper consciente de plusieurs choses à la fois. Que je tremblais, un contre-coup d'adrénaline et le froid de mes vêtements humides combinés. Que mon épaule me faisait plus mal que je ne l'avais laissé paraître. Et que Mathieu Lombard était assis à moins de 30 centimètres. Sa présence remplissait l'espace d'une énergie, tranquille qui rendait difficile de penser clairement. Il a dû remarquer mes tremblements, car il a immédiatement instruit le chauffeur. « Charles, montez le chauffage, s'il vous plaît. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, la chaleur a commencé à s'infiltrer lentement dans mes doigts. J'ai réalisé que je tenais toujours mon sac à main dans une poigne de fer sur mes genoux. Mes jointures étaient blanches autour de la sangle. « Tout va bien, » dit doucement Mathieu. « Vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité? Le mot m'a fait m'affaisser contre le siège en cuir. J'ai incliné la tête sur le côté et j'ai surpris son expression dans la lueur des lampadaires qui défilaient. Il regardait droit devant, la mâchoire serrée, perdu dans ses pensées, mais une de ses mains était crispée en un point sur son genou. Je me suis souvenu de cette fureur que j'avais entrevue, et il m'est apparu qu'il la contenait probablement encore pour mon bien. Il a remarqué que je le regardais et a forcé ses doigts à se détendre. Quand il a parlé à nouveau, son ton était calme. Nous allons à l'une de mes propriétés dans le centre. Il y a une sécurité sur place 24 heures sur 24. Vous pensez vraiment qu'il pourrait essayer quelque chose ce soir? Ai-je demandé, détestant le tremblement dans ma voix. Gérard, je veux dire. Disons simplement que je ne prends pas de risque, a répondu Mathieu. S'il est désespéré et en colère, qui sait quelle stupidité il pourrait commettre? D'ici demain matin, j'aurai mis en place des mesures plus permanentes. Je me suis demandé ce que signifiaient des « mesures permanentes » dans le monde de Mathieu.
La façon dont il a dit a fait parcourir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Pas de peur de lui, mais une sombre curiosité. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. L'intérieur de la voiture était sombre, éclairé uniquement par les lumières de la ville qui filaient à l'extérieur. Alors que mon rythme cardiaque ralentissait enfin, une vague de fatigue s'est abattue sur moi. Tant de choses s'étaient passées en si peu de temps. Je me sentais vidé. Mathieu, ai-je tenté doucement, essayant son prénom sur ma langue. Il a tourné la tête vers moi. Oui. Mes mots se sont coincés. Je voulais lui demander pourquoi il faisait tout ça, pourquoi il s'en souciait, mais cela semblait ingrat ou suspicieux. Alors, à la place, je me suis contenté de quelque chose de plus pratique. Que adviendra-t-il du restaurant maintenant? Et de mon travail? Ma voix était faible. Autant je détestais les circonstances, autant je ne pouvais pas me permettre d'être au chômage s'il décidait de renvoyer Gérard et de fermer pour un temps. Il m'a considéré, et j'ai senti qu'il reconnaissait la vraie question sous la mienne. Que adviendra-t-il de moi? Le restaurant ira bien, dit-il prudemment. Gérard. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine. Il ne le dirigera plus. Ça, je peux le promettre. Il y a un directeur adjoint qui peut gérer les choses temporairement jusqu'à ce que je mette quelqu'un de nouveau en place. J'ai hoché la tête, soulagé au moins d'entendre que Gérard ne serait pas là si je revenais. Et moi? Ses yeux se sont adoucis. Vous travaillez toujours pour moi si vous le souhaitez, Hélène. Cependant, après ce que vous avez traversé, je comprendrai si vous ne voulez plus y mettre les pieds pendant un certain temps. Nous pouvons organiser un congé payé. Tout ce dont vous avez besoin. J'ai été stupéfaite par sa générosité. Je ne peux pas demander ça. Vous ne demandez pas. J'offre. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Merci. Ai-je dit une fois de plus. Il semblait que c'était tout ce que je pouvais dire. Il a fait un léger signe de tête, presque frustré, mais pas contre moi. Vous n'avez pas à me remercier sans cesse. Ce qui vous est arrivé n'aurait jamais dû être toléré. Je ne fais que réparer les choses. Son sens des responsabilités était stupéfiant. Il y avait une fermeté dans ses mots, comme s'il croyait vraiment que c'était son devoir de régler cela. Une pensée m'est venue. Est-ce que quelque chose comme ça est déjà arrivé avant, avec d'autres employés? J'espérais que non, mais si Gérard avait un schéma de comportement, il n'aurait pas pu être entièrement invisible. Mathieu soupira, regardant par la fenêtre un moment. Pas à ma connaissance, et je fais en sorte de savoir ce genre de choses. J'ai une tolérance zéro pour le harcèlement dans mes établissements. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un soupçon, je m'en serais occupé. Ses doigts tambourinèrent légèrement sur sa cuisse. Je soupçonne que Gérard était malin dans sa cruauté, choisissant des cibles trop effrayées pour parler. Jusqu'à vous. J'ai frissonné en pensant au regard entendu de Manon. Peut-être qu'elle se doutait, mais elle avait trop besoin de son travail pour risquer. Quoi que ce soit. La culpabilité de cela me rongea. Il y en a peut-être eu d'autres avant moi, ai-je admis. Je n'étais pas la première à avoir ce genre de pressentiment à son sujet, mais aucune de nous n'a osé dire quoi que ce soit. L'expression de Mathieu s'est durcie brièvement. Puis il a placé une main sur son cœur dans un geste presque comme un serment. Alors je vous dois des excuses encore plus grandes, Hélène. Vous auriez dû être en sécurité au travail. J'ai échoué à garantir cela. J'étais abasourdi. Vous ne pouvez pas surveiller tout le monde tout le temps. Et Gérard était doué pour le cacher. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais a laissé tomber. À la place, il a demandé « Quel âge avez-vous » La question personnelle abrupte m'a fait cligner des yeux. 24 ans. Pourquoi? Il a secoué légèrement la tête, pensant à voix haute. Vous avez 24 ans, essayant de payer votre loyer et d'aller à l'université, gérant tout ça. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu. Avant que je puisse demander qui, la voiture a ralenti. Nous sommes arrivés, monsieur, a annoncé le chauffeur. J'ai regardé dehors et j'ai vu que nous étions entrés dans le garage souterrain privé d'un grand immeuble. Le quartier semblait huppé, un immeuble avec concierge près du parc Monceau, si je devais deviner d'après l'aperçu des arbres. Le chauffeur s'est garé et a ouvert nos portes. Mathieu est sorti le premier et m'a tendu la main pour m'aider à descendre. Mes jambes étaient raides et un peu chancelantes, mais j'ai réussi. Il m'a conduite à un ascenseur privé. Je m'attendais à ce qu'il entre un code ou une clé, mais il s'est ouvert à son contact. Biométrique peut-être. Nous sommes entrés à l'intérieur. Avec un doux murmure, il est monté rapidement. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte directement sur un appartement spacieux. J'ai hésité sur le seuil jusqu'à ce que Mathieu m'incite doucement à avancer. « C'est chez moi », a-t-il expliqué. « Mais vous pouvez avoir la chambre d'amis,
et il y a un verrou sur la porte si cela vous met plus à l'aise. J'ai fait quelques pas hésitants à l'intérieur. L'endroit était magnifique et étonnamment chaleureux dans sa décoration pour un riche célibataire. Les sols étaient en bois poli, recouverts d'épais tapis persans. Un éclairage doux illuminait un salon avec des canapés en cuir et un mur de fenêtres, offrant une vue scintillante sur les toits de Paris. C'était à la fois luxueux et accueillant. « Vous vivez seul ici » ai-je demandé, entendant ma voix résonner légèrement dans l'espace élevé. « Oui » a-t-il répondu, prenant la veste de costume de mes épaules et la drapant sur un fauteuil. Mes yeux ont suivi le mouvement. La chemise en dessous collait à ses larges épaules, me rappelant que cet homme s'était interposé entre moi et le danger plutôt sans hésitation. Ce souvenir a remué quelque chose dans ma poitrine, un mélange de gratitude et un flûter inconfortable d'attirance. J'ai repoussé cette dernière. Ce devait être l'adrénaline et le soulagement qui me faisaient me sentir attaché à mon sauveur. « Faites comme chez vous, s'il vous plaît, » dit Mathieu. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'une douche chaude et de repos. Je vais voir si je peux vous trouver quelque chose de propre à porter. Votre uniforme. » Il jeta un coup d'œil aux légères taches de nourriture et de sueur sur ma chemise de travail, et je rougis, réalisant que je n'étais pas exactement fraîche. « Désolé, » ai-je murmuré, de nouveau gêné. « Ne le soyez pas, attendez ici. » Il a disparu dans un couloir pendant 1 minute. J'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer. Pendant ce temps, j'ai erré jusqu'aux fenêtres. Même dans l'obscurité et la pluie, Paris était vivante en dessous. Les phares serpentant à travers les avenues, la lueur des grands boulevards se reflétant sur les nuages bas. C'était surréaliste de regarder tout ça de si haut, loin du chaos et de la lutte au niveau. De la rue. Mathieu est revenu avec un t-shirt noir plié et ce qui ressemblait à un pantalon de pyjama à cordons. Ils seront peut-être un peu grands pour vous, mais ils sont propres. Je les ai acceptés. Merci. Le t-shirt sentait la lessive et une pointe de son parfum. Tout ici semblait lui appartenir. Il m'a indiqué la salle de bain attenante à la chambre d'amis. Il y a des serviettes et des articles de toilette. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là. Nos regards se sont croisés un bref instant. Je voulais dire quelque chose de plus, peut-être essayer d'exprimer ce que sa gentillesse signifiait pour moi, mais les mots se sont emmêlés. Finalement, j'ai juste fait un petit signe de tête et je me suis glissé dans la chambre d'amis, fermant la porte de la salle de bain derrière moi. Seul dans le calme, je me suis enfin permis d'expirer complètement. Mon reflet dans le miroir semblait pâle, fatigué, avec du mascara bavé sous des yeux noisettes qui avaient vu trop de stress ce soir. Mais j'ai aussi vu quelqu'un qui était encore debout. J'ai vu une étincelle dans mon expression qui n'était pas là ce matin. La connaissance que je n'affrontais plus tout ça toute seule. C'était comme se réveiller d'un cauchemar dans une douce lumière matinale et sécurisante. Sous la douche fumante, j'ai laissé l'eau chaude cascader sur mon épaule endolorie et le long de mon dos, emportant la crasse et la tension de la nuit. Des bleus se formaient là où Gérard m'avait poussé. J'ai touché l'endroit sensible avec précaution, la colère s'enflammant à nouveau face à l'audace de cet homme. Mais chaque fois que je commençais à revivre cette confrontation, je pensais à Mathieu intervenant, se mettant calmement en danger pour moi, et la colère laissait place à une émotion bien plus complexe et écrasante. J'ai fini et je me suis séché avec une serviette, puis je me suis changé avec les vêtements qu'il m'avait donnés. Comme prévu, ils étaient immenses. Son t-shirt m'arrivait aux hanches, et j'ai dû rouler la ceinture du pantalon de pyjama plusieurs fois pour qu'il tienne. Je ressemblais à une enfant dans les vêtements de son père, mais j'étais au chaud et propre. En sortant de la chambre, je l'ai trouvé dans la cuisine, en train de chauffer du lait sur la cuisinière. Il avait enlevé sa cravate et retroussé les manches de sa chemise, révélant des avant-bras forts. Sur le comptoir se trouvaient une tasse et une boîte de cacao. Il a levé les yeux et a offert un léger sourire. Bon timing. Je pensais que vous aimeriez quelque chose de chaud à boire. C'était une scène si attentionnée et domestique que j'ai dû m'arrêter. Vous me faites un chocolat chaud. Il a gloussé doucement. Eh bien, j'ai pensé vous offrir quelque chose de plus fort, mais cela semblait un pari plus sûr après tout ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri, un vrai sourire qui a fait un peu mal à mes joues parce que ça faisait si longtemps. Le chocolat chaud est parfait. 1 minute plus tard, nous étions assis dans le salon. J'ai replié mes jambes sous moi sur le canapé, tenant la tasse chaude entre mes mains comme une bouée de sauvetage. Il était assis à une distance respectueuse, un bras drapé le long du dossier du canapé, légèrement incliné vers moi dans une pose détendue qui irradiait néanmoins de l'attention. Nous avons siroté dans un silence confortable pendant quelques instants. Le chocolat riche et la chaleur m'apaisaient de l'intérieur. Finalement, la curiosité a eu raison de moi. Mathieu, tout à l'heure dans la voiture, vous avez dit que je vous rappelais quelqu'un. Qui ?
Son regard était fixé sur les lumières scintillantes de la ville au-delà de la fenêtre. À ma question, il s'est concentré sur moi. Ses lèvres se sont légèrement resserrées. J'ai craint d'avoir été trop curieuse, mais il a répondu, la voix pensive. « Ma sœur cadette, Angèle, dit-il. Elle avait à peu près votre âge quand. Elle a traversé des moments difficiles. Des problèmes d'argent, un petit ami violent. Elle a toujours pensé qu'elle pouvait tout gérer seule, elle aussi. Ses yeux se sont perdus dans ses souvenirs. J'étais souvent en déplacement pour le travail à l'époque. Je n'ai pas vu les signes avant qu'il ne soit presque trop tard. J'ai ressenti une pointe d'empathie. Qu'est-il arrivé? Il a expiré et a baissé les yeux sur ses mains. Un soir, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Elle avait été violemment battue. Côte cassée, commotion cérébrale. Le type a failli. Sa mâchoire s'est contractée. Je me suis occupé de lui. La façon dont il a dit, plate et froide, laissait peu de doute sur ce que « me suis occupé » pouvait signifier. Un frisson a parcouru ma peau, mais j'ai aussi compris cette fureur protectrice. C'était la même énergie que j'avais sentie en lui ce soir. Après ça, je me suis juré de ne plus jamais être aveugle à ceux qui m'entourent, continua Mathieu doucement. Surtout pas à quelqu'un sous mon propre toit ou à l'un de mes employés. Vous voir ce soir, comment vous essayez de cacher vos larmes. Cela m'a ramené directement à ce sentiment d'échec, que j'aurais dû remarquer plus tôt. Sa franchise m'a désarmé. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai posée sur la sienne, là où elle reposait sur le dossier du canapé. Vous n'avez pas échoué, ai-je dit doucement. Vous m'avez sauvé. Ce soir aurait pu être bien pire si vous n'aviez pas été là. Il a tourné sa paume vers le haut sous la mienne, serrant doucement ma main. Sa peau était chaude, sa prise prudente. Le geste était suffisamment intime pour que je sente une rougeur monter à mes joues, mais je n'ai pas retiré ma main. C'était agréable d'avoir sa main tenant la mienne. Je suis heureux d'être arrivé au bon moment, dit-il, une note dangereuse entrant dans sa voix. S'il vous avait fait du mal. Ses doigts se resserrèrent presque imperceptiblement. Je ne veux pas y penser. J'ai dégluti. Moi non plus. Le silence qui s'est installé alors était chargé de quelque chose de nouveau. Je suis devenue très consciente de la proximité à laquelle nous étions assis maintenant. Je pouvais voir une légère barbe naissante sur sa mâchoire. La façon dont ses cheveux sombres effleuraient juste son col, et ses yeux, si intenses et presque noirs dans cette lumière, qui fouillaient les miens comme pour essayer de lire mes pensées. J'ai soudain réalisé que je tenais encore légèrement sa main. Gêné, j'ai retiré la mienne, la glissant de nouveau autour de ma tasse que j'avais posée sur la table basse. Sa main est restée là où elle était pendant une seconde, comme si elle sentait la perte de mon contact. Puis il l'a abaissée sur ses genoux. Je me suis éclairci la gorge, ayant besoin de briser la tension. Que allez-vous faire pour Gérard? L'expression de Mathieu s'est refroidie. Pas envers moi, mais à la pensée de Gérard. Voulez-vous vraiment le savoir? J'y ai réfléchi. Une partie de moi avait soif de justice. Gérard méritait au moins d'être en prison. Mais quelque chose dans la façon dont Mathieu a demandé me faisait penser que ses plans n'impliquaient pas exactement la police. Peut-être pas, ai-je dit doucement. Promettez-moi juste qu'il ne va pas me tuer dans mon sommeil ou quelque chose comme ça. C'était censé être une demi-plaisanterie, mais c'est sorti trop cru. Les yeux de Mathieu ont brillé d'alarme. Hélène, je vous ai dit que vous étiez en sécurité. Je ne laisserai personne s'approcher de vous. J'ai fait un petit signe de tête. Je le croyais. Peut-être étais-je naïve, mais mon instinct faisait confiance à cet homme qui n'avait été jusqu'à présent que mon protecteur. Il a continué. Quant à Gérard, d'ici lundi, il sera hors du tableau. Que cela signifie faire face à des accusations de chantage et d'agression ou quelque chose de moins officiel, je déciderai d'ici demain matin. Je me suis mordu la lèvre. Je ne veux pas vous causer de problèmes. Son rire ne contenait aucun humour. Des problèmes? Le problème, c'est qu'il a posé les mains sur vous en premier lieu, qu'il a osé abuser de ma confiance et nuire à quelqu'un sous ma responsabilité. Il a secoué la tête. Non, vous ne causez pas de problème, Hélène. Vous les révélez, et je vais les éradiquer. Le poids possessif de ces mots, quelqu'un sous ma responsabilité, a envoyé une chaleur inattendue à travers moi. Cela aurait dû sembler condescendant, mais venant de lui, cela sonnait comme une promesse. J'ai réalisé quelque chose alors que j'aurais peut-être dû réaliser plus tôt. Mathieu, cette carte que vous m'avez donnée et tout ça, vous ne faites pas seulement ça parce que je suis votre employé, n'est-ce pas? C'était une question audacieuse, mais je devais la poser. Je devais comprendre pourquoi il semblait se soucier autant d'une étrangère comme moi. Son regard a tenu le mien pendant un long moment. J'ai vu un conflit dans ses yeux, comme s'il mesurait à quel point être honnête. Finalement, il s'est penché en avant,
posant ses coudes sur ses genoux, les mains jointes. « Quand je suis entré dans ce restaurant ce soir, j'étais d'une humeur massacrante, dit-il lentement. Problème d'affaires, problème de personnel. Franchement, j'étais juste là pour m'assurer que mon investissement fonctionnait bien et pour prendre un repas. J'ai hoché la tête, écoutant attentivement. Puis je vous ai vu. » Sa voix s'est adoucie. Une jeune femme qui essayait si fort de sourire, même avec des larmes à peine séchées sur ses joues. Vous aviez l'air d'avoir le poids du monde sur les épaules. Pourtant, vous faisiez toujours votre travail, vous étiez toujours poli avec moi. La plupart des gens dans ma vie jouent un rôle autour de moi. La peur, le respect ou la flatterie. Mais vous, vous étiez authentique. Même en souffrant, vous avez essayé de rester forte. Et quand je vous ai tendu ce mouchoir, il s'est interrompu. Un soupçon de sourire a effleuré ses lèvres au souvenir. J'ai senti mon visage s'échauffer. J'avais probablement l'air ridicule. Non, dit-il, et son ton ne souffrait aucune contestation. Vous aviez l'air courageuse et honnête. Il a fait une pause, se rasseyant légèrement. Au début, je me suis dit que c'était juste de la décence élémentaire de vérifier si vous alliez bien. Mais plus je vous parlais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement ça. J'ai découvert que je m'en souciais personnellement. Quelque chose chez vous. Ces mots ont vacillé comme s'il sentait qu'il en disait trop. Une expression incertaine a traversé son visage. Une lueur de vulnérabilité qui m'a serré le cœur. Je devais répondre, lui faire savoir que le sentiment n'était pas unilatéral. Personne ne m'a jamais défendu comme vous l'avez fait, ai-je avoué, mes doigts traçant le bord de ma tasse. Je veux dire, des amis, oui, mais un homme, surtout pas quelqu'un en position de pouvoir. Ça signifiait beaucoup plus que je ne peux le dire. Et pas seulement parce que vous avez les ressources ou la force d'aider, mais parce que vous m'avez remarqué. Vous avez écouté. J'ai offert un sourire tremblant. Même avant de connaître les détails, vous vous êtes suffisamment soucié pour me donner votre numéro, pour insister pour que je prenne une pause. Ça n'arrive pas aux gens comme moi. Les gens comme vous, a-t-il répété en fronçant les sourcils. J'ai haussé les épaules, gêné. Les gens ordinaires. Les filles qui travaillent comme serveuses, qui luttent avec leurs factures. Nous passons généralement inaperçus aux yeux des types dans les bureaux d'angle et les pentouzes. Il est resté silencieux un moment, puis « Je vous vois, Hélène. Je vois à quel point vous travaillez dur. Comment on vous a donné une mauvaise main et que vous continuez à jouer malgré tout. Il n'y a rien d'ordinaire à cela. » La conviction sincère dans sa voix a volé toute réponse que j'aurais pu faire. Il a levé les yeux à mon approche et m'a offert ce doux demi-sourire qui faisait des choses inexplicables à mon estomac. « Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. » J'ai hoché la tête, attiré par l'arôme du café. Mieux que ce que j'espérais, en fait. Il était passé au tutoiement. Mon cœur a fait un bond. Ravi de l'entendre. Il a fait un geste vers les tasses. J'ai de l'expresso, du café noir et des croissants. Je n'étais pas sûr de ce que tu préférais. Les croissants sentent divinement bon. Et peut-être juste un café avec un peu de lait si tu as. Il a rapidement versé une tasse d'une cafetière à piston et a ajouté un trait de crème d'un petit pichet. Je l'ai remercié et j'ai pris une gorgée, soupirant alors que le café riche et onctueux se frayait un chemin dans mon système. Nous nous sommes assis à la petite table à manger, près de la fenêtre pour manger. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais faim. J'ai dévoré un croissant aux amandes feuilletées en un temps record. Pendant quelques minutes, nous avons juste profité du petit déjeuner en silence. La lumière du matin rendait tout plus réel. Pourtant, je me sentais toujours étrangement à l'aise avec lui. Alors que je finissais la dernière bouchée, la réalité s'est immiscée au bord de mon contentement. Je devrais probablement vérifier mon téléphone, ai-je dit à contre-cœur. Je l'avais éteint hier soir, et ma mère envoie généralement des SMS le samedi matin. Mathieu a hoché la tête. Bien sûr. Ton téléphone est là-bas avec ton sac. Je l'ai récupéré et j'ai grimacé. Plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu, probablement mon propriétaire, c'est-à-dire Gérard, avant la confrontation de la nuit dernière, et un du numéro du restaurant, probablement vers l'heure où je suis parti, plus une rafale de SMS de Manon. Tu vas bien ? 23h45. J'ai entendu que Gérard est parti tôt, et toi aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Minuit 10. Appelle-moi. Je suis inquiète. 10h05. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. J'aurais dû lui dire que j'étais en sécurité. J'ai rapidement tapé une réponse l'assurant que j'allais bien, que quelque chose s'était passé, mais que j'expliquerais plus tard et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il y avait aussi un seul SMS d'un numéro que j'ai reconnu comme appartenant au chef Rossi, le chef de cuisine. J'ai entendu pour Gérard.
Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. C'était surprenant. Le chef n'était pas connu pour sa chaleur, donc la nouvelle devait avoir circulé parmi certains membres du personnel. Pas de nouvelles de Gérard lui-même, mais je doutais d'en recevoir un jour. J'ai levé les yeux pour trouver Mathieu qui m'observait attentivement. Tout va bien. J'ai hoché la tête. Juste des nouvelles. Les gens ont remarqué nos départs. Il s'est penché en arrière, m'étudiant comme pour décider de ce qu'il fallait dire. Ils remarqueront plus de choses bientôt. J'ai l'intention d'informer le personnel aujourd'hui que Gérard a été licencié pour faute grave. Mon cœur a fait un petit bond de justification. Licencié. C'était une façon de le dire. Demanderont-ils des détails? Probablement pas de manière formelle pour des raisons de confidentialité, mais les rumeurs se répandront. Il a scruté mon visage. Que voudrais-tu qu'il sache? C'est à toi de décider. Quelle part deviendra des commérages? J'ai apprécié qu'il me demande. Je ne veux pas vraiment que tout le monde connaisse les détails. Peut-être juste qu'il harcelait le personnel. Les gens combleront les vies d'eux-mêmes. Il a incliné la tête. Considère que c'est fait. J'ai tripoté mon téléphone, puis j'ai posé la question qui me taraudait depuis mon réveil. Et Gérard, est-ce que, je veux dire, devrais-je un jour m'inquiéter de lui à nouveau? L'expression de Mathieu s'est refroidie, pas envers moi, mais à la pensée de Gérard. Non. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Je m'en suis assuré hier soir. J'ai essayé de le lire. Alors, il est vivant. Une trace de sourire narquois. Oui, en quelque sorte. Disons qu'il a eu un changement de cœur soudain concernant sa carrière et qu'il a quitté la ville de façon permanente. Je me suis demandé si quitter la ville était un euphémisme, mais j'ai décidé de ne pas creuser davantage. Je faisais confiance à Mathieu quand il disait que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter. C'était suffisant pour moi. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des mois. Le soulagement était immense. Je ne sais pas comment te remercier, ai-je dit doucement. Mathieu a tendu la main sur la table, couvrant la mienne de la sienne. Tu ne me dois aucun remerciement. Je suis seulement désolé que tu aies eu à endurer tout ça. Sa main était chaude et forte sur la mienne. Nos regards se sont croisés, et dans la lumière du matin, j'ai vu de faibles paillettes dorées dans ses iris que je n'avais pas remarquées auparavant. Ils étaient magnifiques, et l'inquiétude et la gentillesse qui y brillaient l'étaient encore plus. Mon cœur s'est gonflé d'une émotion que je réalisais être dangereusement proche de l'affection. Dangereuse, parce que tomber amoureuse d'un homme comme Mathieu, dont la vie était à des kilomètres de la mienne, ne pouvait que se terminer par un chagrin d'amour, n'est-ce pas? Pourtant, il était là, défiant toutes mes idées préconçues sur ce que serait un chef de la mafia ou quoi que les rumeurs disaient de lui. Je ne connaissais toujours pas toute l'étendue de ses affaires. Et peut-être que je ne voulais pas le savoir. J'en avais assez vu dans les films et les actualités pour combler les vides. L'argent, le pouvoir, la violence occasionnelle dans l'ombre, mais aussi la loyauté, la protection pour ceux qui sont sous son aile. Je me suis souvenu comment Gérard avait instantanément changé en s'adressant à lui. La peur. Mathieu inspirait clairement la peur et le respect, mais il ne m'avait montré que de la douceur, du moins quand je n'étais pas menacé. J'ai rappelé cette note létale dans sa voix envers Gérard et j'ai frissonné. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé doucement, son pouce caressant inconsciemment le dos de ma main en arclant. J'ai rougi d'être surprise en pleine contemplation. Juste à quel point tout cela est inattendu, ai-je admis. Hier, je me suis réveillé en pensant que ce serait un jour comme les autres. Aller au labo pour mes cours, puis travailler mon service, endurer le nouvel enfer que Gérard avait concocté, rentrer à la maison. Et maintenant, 24 heures plus tard, tout est différent. Différent bien ou différent mal. Son ton était prudent, mais j'ai entendu une pointe de vulnérabilité. J'ai retourné ma main pour serrer la sienne. Bien. Effrayant parfois, mais bien. Il a souri, et dans ce sourire, j'ai vu une certaine tension se relâcher. Il s'était inquiété de ce que je pensais de lui, ai-je réalisé. Inquiet que je puisse le voir comme une sorte de monstre. Après avoir entendu les choses qu'il avait probablement faites pour résoudre cela, impulsivement, j'ai décidé d'être audacieuse. Je sais que tu es probablement impliqué dans des choses au-delà des restaurants, ai-je dit, choisissant mes mots avec délicatesse. J'ai senti sa main se raidir légèrement sous la mienne, mais je me suis dépêché de continuer. Je ne suis pas naïve. Hier soir au téléphone, je t'ai entendu dire de ne pas impliquer la police, donc je peux deviner. Et je ne te juge pas. Tu as fait ce qu'il fallait pour me garder en sécurité. Mathieu m'a regardé, la surprise et une touche de soulagement colorant ses traits. La plupart des gens fuiraient en sachant ce que tu sais probablement de moi. J'ai fait un petit haussement d'épaule, esquissant un demi-sourire.
Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des gens. Ou peut-être que c'est que je te dois trop pour avoir peur. Quoi qu'il en soit, je suis toujours là. Il a levé ma main et, à ma grande surprise, a déposé un baiser sur mes jointures. Le geste était démodé, courtois. Pourtant, la sensation de ses lèvres sur ma peau a envoyé un éclair de conscience le long de mon bras. « Je suis très heureux que tu sois là », murmura-t-il, ses yeux ne quittant jamais les miens. Pendant un moment à bout de souffle, le monde s'est rétréci à nous deux. Mon cœur battait la chamade, et j'étais sûr qu'il pouvait sentir le léger tremblement de ma main qu'il tenait. Puis un bourdonnement a brisé le moment. Mathieu a grimacé en s'excusant et m'a lâché pour vérifier son téléphone qui vibrait sur la table. « Je dois prendre cet appel, » dit-il. « Donne-moi une minute. » J'ai hoché la tête, retirant ma main et essayant de ne pas me sentir dépossédé de la perte de sa chaleur. Il s'est éloigné pour répondre à l'appel, la voix basse. J'ai supposé que c'était le travail ou quelque chose du genre. J'ai profité de ce moment pour me ressaisir. Ce moment presque intime m'avait plus échauffé que le café. J'ai pressé mes mains sur mes joues. « Calme-toi, Hélène. » Cet homme était juste gentil et peut-être en train de flirter, mais je devais garder la tête froide. Nous nous connaissions depuis moins d'une journée. Une journée vraie et intense, mais quand même. Un feu lent, me suis-je rappelé. Tout ce qui se passerait entre nous devrait prendre du temps pour grandir. Se précipiter dans quelque chose avec quelqu'un comme lui pourrait être un désastre. Peut-être se sentait-il juste protecteur et responsable. Pas nécessairement intéressé de cette façon. Pourtant, je me suis souvenu comment il avait dit que je lui rappelais sa sœur. Cela pourrait en fait signifier qu'il me voyait comme quelqu'un à protéger platoniquement, pas romantiquement. La pensée était étrangement décevante. J'ai décidé que je devrais probablement appeler ma mère pendant qu'il était occupé. En restant légère, je lui ai envoyé un texto. « Salut maman. Tout va bien ici. Occupé par le travail. Je t'appelle demain. » Elle n'avait pas besoin de connaître le drame. Elle avait assez de soucis. Quelques minutes plus tard, Mathieu est revenu. Téléphone de nouveau dans sa poche. « Désolé, un de mes associés. »« Pas de problème. » ai-je dit vivement. Peut-être trop vivement pour couvrir la tension d'avant. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? Il s'est appuyé contre la table, les bras croisés dans une posture décontractée. Ça dépend en grande partie de toi. Tu peux prendre la journée comme tu veux. Te reposer ici, sortir, tout ce dont tu as besoin. Si tu te sens d'attaque, j'aimerais que tu passes au restaurant plus tard, quand je parlerai au personnel. Juste pour qu'ils voient que tu vas bien. Et pour montrer que tu as mon soutien total. Mais ce n'est pas obligatoire. Mon estomac s'est noué à l'idée d'affronter tout le monde si tôt. Sauront-ils que c'était moi? Ai-je demandé. Non, je ne nommerai personne, mais quelques-uns pourraient deviner ou connaître des bribes. C'est à toi de choisir si tu veux aborder quoi que ce soit ou simplement me laisser parler. J'ai pensé à Manon et au chef, qui savaient clairement quelque chose. Peut-être pas les détails. Ils méritaient de connaître la vérité, mais je ne voulais pas non plus d'un festival de pitié. Je vais y réfléchir. Bien sûr. Puis il a ajouté doucement. Aussi, j'ai pris la liberté de faire récupérer certaines de tes affaires de ton appartement tôt ce matin. Juste l'essentiel, des vêtements, des objets personnels. Je ne voulais pas que tu aies à y retourner avant d'être prête. Mes yeux se sont écarquillés. Tu as fait ça. Je ne savais pas si je devais être reconnaissante ou gênée que quelqu'un ait fouillé mes affaires. Merci. Qui? Un de mes employés de confiance. Et Manon a aidé pour s'assurer que les bons articles étaient pris, a-t-il expliqué. Je crois qu'ils sont dans le placard de l'entrée. L'idée que Manon soit impliquée m'a à la fois soulagée et légèrement confuse. Mais au moins, c'était quelqu'un que je connaissais. Et cela m'a réchauffé de penser qu'elle se souciait assez pour venir aider à rassembler mes affaires. Alors tout le monde sait que j'étais avec toi, ai-je déduit. Il a fait un petit signe de tête. Manon savait que tu étais parti avec moi et n'a pas semblé surprise quand mon gars l'a approché. Je pense qu'elle a fait le rapprochement quand tu es parti brusquement après ce qui s'est passé. J'ai rougi en me souvenant de la scène dans le couloir. Oui, elle avait certainement entendu quelque chose. Je devrais avoir une conversation à cœur ouvert avec elle plus tard. Une dernière chose, dit Mathieu presque avec hésitation. L'appartement où tu vivais. Il est techniquement à moi aussi. Il fait partie de l'immeuble du restaurant. Si tu ne veux pas y retourner, je peux faire annuler le bail et déménager tes affaires où tu veux. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Déménager. Je rêvais d'échapper à ce minuscule appartement hors de prix depuis des mois, mais je n'avais rien d'autre en vue, et les loyers parisiens étaient hors de ma portée sans un ou deux colocataires, et je n'en avais aucun en perspective.
Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je détestais cet endroit, mais je ne peux rien me permettre d'autre pour le moment. Mon plan était de tenir bon jusqu'à ce que je finisse mes études et que je trouve un meilleur travail. Mathieu a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Pas de précipitation pour décider. Pour l'instant, considère-toi libéré de ce bail. Tu peux rester ici ou je peux t'arranger un autre endroit à court terme. Rester ici. Avec lui. Mon cœur a bondi. Je ne peux pas m'imposer. Arrête, dit-il en levant une main. Ce n'est pas une imposition. J'ai plus qu'assez de place et franchement, je me sentirais mieux de savoir que tu es en sécurité sous mon toit pendant que les choses se calment. J'ai réalisé que son instinct protecteur n'allait pas me laisser simplement retourner à une vie normale immédiatement, et une partie de moi en était reconnaissante. L'idée de retourner seul dans cet appartement où les fantômes de la peur persistaient encore me retournait l'estomac. Juste pour un petit moment. Ai-je concédé doucement. Ses épaules se sont détendues. Aussi longtemps que tu en auras besoin. En début d'après-midi, nous sommes retournés au restaurant. Mathieu a insisté pour que son chauffeur nous y conduise, bien que j'ai soutenu que la distance était courte et qu'un taxi ou le métro suffisait. Il n'a rien voulu entendre. Je suppose que la prudence était désormais de mise, surtout jusqu'à ce qu'il soit clair que Gérard était vraiment parti pour de bon. Je me suis surprise à scruter les rues, m'attendant à moitié à voir son visage renfrogné dans chaque voiture qui passait, mais bien sûr, il n'était nulle part. À l'Étoile d'Or, le personnel avait été convoqué pour une réunion avant l'ouverture. Nous sommes arrivés par l'entrée de service. Je suis entré aux côtés de Mathieu, consciente des regards curieux et inquiets qui se sont immédiatement posés sur moi. Manon s'est précipitée la première et m'a enveloppé dans une étreinte. « Dieu merci », murmura-t-elle. J'étais si inquiète. Je l'ai serrée dans mes bras en retour, murmurant des excuses pour ne pas avoir appelé plus tôt. Par-dessus son épaule, j'ai vu le chef Rossi me faire un signe de tête, les bras croisés, son visage bourru trahissant son soulagement. Quelques autres serveurs et membres du personnel de cuisine rôdaient, incertains. Mathieu a levé une main pour demander l'attention. La pièce est devenue silencieuse. « Merci à tous d'être venus à si court préavis », a-t-il commencé, sa voix portant sans effort, pleine d'autorité, mais dénuée de vantardise. Je vais aller droit au but. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, Gérard ne dirigera plus ce restaurant. Quelques regards échangés, mais surtout du silence. Personne ne semblait enclin à se lamenter. Au contraire, un poids a été collectivement levé. Il a violé les normes que j'attends dans mes établissements, y compris le respect et la sécurité auxquels chaque employé a droit, a poursuivi Mathieu. Je ne tolérerai pas le harcèlement ou l'abus de quiconque sous mon emploi. J'ai vu Manon lancer un rapide sourire de justification à une autre serveuse. Elle se doutait donc de la vérité. Je nommerai bientôt un nouveau directeur, a continué Mathieu. En attendant, le chef Rossi et moi-même coordonnerons les opérations. Si l'un de vous a des préoccupations ou des informations concernant ce qui s'est passé, ma porte est ouverte. Il ne m'a pas explicitement désigné, et j'ai apprécié cela. Cependant, j'ai senti une petite poussée dans mon dos. Manon me poussant doucement en avant. M'éclaircissant la gorge, j'ai ajouté « Je vais bien. Et je veux juste dire que si quelqu'un d'autre vit un jour quelque chose comme… Eh bien, ce que j'ai vécu, parlez-en. Vous n'êtes pas seul. » Ma voix a un peu tremblé, mais j'ai vu quelques hochements de tête, quelques yeux larmoyants parmi le personnel de salle. Il m'est venu à l'esprit que peut-être d'autres avaient frôlé la laideur de Gérard de manière moins grave. Après cela, la réunion s'est dispersée en petits groupes de discussion. Certains sont venus me remercier discrètement ou simplement me serrer l'épaule. La camaraderie était touchante et un peu écrasante. À un moment donné, le chef m'a pris à part. L'homme costaud semblait mal à l'aise avec les sentiments, mais il a réussi. « Tu as bien fait, gamine. Ne crois pas qu'on n'avait pas remarqué que quelque chose clochait. Eh bien, je suis désolé si on n'est pas intervenu. » J'ai secoué la tête. « Merci, chef. Tout va bien maintenant. » Ses yeux se sont tournés vers Mathieu, qui était de l'autre côté de la pièce, parlant avec quelques serveurs des changements d'horaire. Le chef a baissé la voix. « Le patron, il a bien agi avec toi, hein ?» Les émotions ont gonflé en moi. J'ai hoché la tête. Oui, il l'a vraiment fait. Le chef a grogné, satisfait, et a marmonné quelque chose sur le fait de retourner en cuisine pour la préparation. Quand presque tout le monde était parti pour commencer à préparer le service du dîner ou rentrer chez soi s'il ne travaillait pas, il ne restait plus que Mathieu et moi dans la salle à manger principale. Les lumières étaient encore tamisées, comme pendant les heures de fermeture. Le soleil de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres avant créait une lueur calme. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, venant se tenir à côté de moi près de la table 7,
celle où tout avait vraiment commencé. Je me suis sondé. Plus légère, ai-je dit. Soulagé et un peu émerveillé. Il a incliné la tête. Émerveillé. J'ai réussi un petit rire. Que la vie puisse basculer en un clin d'œil. Hier, j'étais si effrayé et sans espoir. Aujourd'hui, je suis libre. C'est juste beaucoup à encaisser. Il a hoché la tête lentement, puis a tendu la main pour me repousser doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille. Le geste m'a figé sur place, mon pouce en ballant. « Tu es libre », dit-il presque dans un murmure. « Et tu as toute une vie devant toi pour en faire exactement ce que tu veux. » J'ai levé les yeux vers lui, vers cet homme qui était devenu mon ange gardien en quelque sorte, bien qu'un ange sombre peut-être. Il y avait une ligne invisible entre nous. Je sentais que nous la suivions tous les deux prudemment. J'ai réalisé que je ne voulais plus de distance prudente. « Mathieu », ai-je dit, puisant mon courage dans cette nouvelle légèreté en moi. « Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu m'as aidé à faire un choix pour ma vie. Mais pour la tienne ?» Il a semblé surpris. « Ce que je veux ?» Je me suis rapproché d'une fraction, le cœur battant. « Oui. Est-ce que ça ?» J'ai fait un geste vague entre nous. « Et quelque chose que tu veux, ou étais-je juste une responsabilité pour toi ?» Ses yeux ont brillé d'une douleur semblable à la suggestion. « Hélène, tu n'as jamais été juste une responsabilité. » Il a pris ma main, la serrant entre les siennes. Nous étions si proches. Je sentais la chaleur qui émanait de son corps. Honnêtement, j'ai lutté toute la journée, essayant de maintenir les convenances alors que chaque instinct me disait de te serrer contre moi et de ne plus jamais laisser rien te faire de mal. Mon souffle s'est bloqué. Cette confession brute flottait entre nous. « Je ne suis pas un homme bon », a-t-il poursuivi, la voix basse et intense. « J'ai fait des choses dans ma vie que tu pourrais trouver impardonnables, mais je te promets que je ne te ferai jamais de mal. Et je tiens à toi, Hélène, profondément. » La vulnérabilité dans ses yeux habituellement gardée m'a désarmé. Voici un homme craint par beaucoup, admettant sa peur de mon rejet. J'ai levé une main vers son visage, posant ma paume contre la fermeté de sa joue. Il s'est penché dans le contact presque imperceptiblement, fermant les yeux une seconde comme s'il était affamé d'une simple affection. « Je ne pense pas que tu sois un homme mauvais, » ai-je chuchoté. « Je pense que tu as fait ce que tu devais faire pour survivre et protéger ceux que tu aimes. Je te vois, Mathieu, tout comme tu m'as vu. » Ses yeux se sont ouverts et il brillait d'émotion maintenant. Il a tourné la tête pour déposer un baiser dans ma paume. Un merci silencieux, ou peut-être un « je n'arrive pas à croire ce que j'entends ». La chaleur rugueuse de ses lèvres contre ma main a fait sauter mon cœur. Des larmes ont piqué mes yeux, mais pour une fois, elles étaient heureuses. Et au cas où ce ne serait pas clair, ai-je ajouté doucement, je tiens à toi aussi. C'est peut-être rapide et fou, mais c'est vrai. Un son silencieux lui a échappé, mi-grognement, mi-soupir de soulagement. Il a glissé un bras autour de ma taille, m'attirant lentement contre lui. Je l'ai suivi volontiers, le cœur battant à tout rompre, alors que son autre main se levait pour bercer l'arrière de ma tête avec une force douce. « Est-ce que ça va ?» murmura-t-il, cherchant dans mon regard une dernière fois un doute. En réponse, je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai comblé les derniers centimètres qui nous séparaient, pressant mes lèvres contre les siennes. Le baiser a été hésitant pendant à peine un battement de cœur, tous deux incertains, tremblants d'anticipation. Puis il a répondu, me rendant mon baiser avec une tendresse qui a failli me faire pleurer. Il avait le goût du café et de quelque chose de sucré, et il embrassait comme un homme sans hâte, savourant la douceur, la connexion. Son bras s'est resserré autour de moi, m'ancrant à lui tandis que ses doigts se faufilaient dans mes cheveux humides. J'ai passé mes bras autour de son cou pour me stabiliser alors que le monde semblait basculer agréablement. J'ai ressenti un sentiment écrasant de sécurité et de désir tout à la fois. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux un peu plus fort, nos fronts reposant l'un contre l'autre. J'ai réalisé que je pleurais doucement. Quelques larmes s'étaient échappées. Il l'a remarqué aussi et les a essuyées avec son pouce, l'inquiétude plissant son front. J'espère que ce sont des larmes de joie. Il a taquiné doucement, bien que sa voix soit plus rauque que d'habitude. J'ai ri doucement, hochant la tête. Très heureuse. Le sourire qui s'est répandu sur son visage était radieux, transformant son expression habituellement sérieuse en quelque chose de presque enfantin. Il m'est venu à l'esprit à quel point il devait rarement s'autoriser des moments de simple joie. « Tu n'as aucune idée à quel point ça me rend heureux, » dit-il. Peut-être que si, parce que cela reflétait mes propres sentiments. Nous sommes restés là, dans les bras l'un de l'autre, dans le calme de l'après-midi de l'Étoile d'Or, là où la nuit dernière ma vie était en équilibre dans la peur. Maintenant, ce même endroit était devenu le décor d'une scène entièrement différente, un début plutôt qu'une fin. Après un moment, nous savions que nous devions nous séparer,
du moins physiquement, pour continuer la journée. Le service du dîner aurait lieu. La vie continuerait. Mais tout avait soudainement changé. Mathieu gardait ma main ou ma taille chaque fois qu'il était assez proche. De petits contacts qui nous rassuraient tous les deux que c'était réel. J'ai aidé Manon pendant 1 heure pour faciliter la transition, bien que Mathieu ait insisté sur le fait que j'étais en congé. C'était bien de s'engager dans une activité normale, comme ranger quelques étagères, mais mon corps vibrait encore d'excitation et d'un reste d'adrénaline. Finalement, il a réussi à m'arracher de là, m'ordonnant de manière ludique mais ferme de me reposer. Ordre du médecin ? Ai-je plaisanté alors qu'il me guidait vers la voiture qui attendait devant. Je peux faire prescrire un repos au lit par un médecin si nécessaire, a-t-il menacé, les yeux pétillants. De retour chez lui, non, chez nous maintenant, une pensée qui me donnait un plaisir secret, il s'est enfin détendu davantage. Nous avons passé la soirée à cuisiner des pâtes simples ensemble, à parler de choses plus légères, de nos films préférés. Il était secrètement fan de films classiques en noir et blanc, ce qui m'a fait sourire. Mes histoires de clients les plus drôles, ces tentatives désastreuses de cuisine à l'université qui ont failli mettre le feu à une cuisine de résidence. C'était facile, confortable, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps. Plus tard, alors que nous nous installions sur le canapé pour regarder un de ces vieux films, son bras autour de moi, ma tête sur son épaule, j'ai ressenti une paix qui avait manqué à ma vie pendant des années. Les ombres de mon monde s'étaient retirées, remplacées par la chaleur d'un espoir retrouvé. Mathieu a déposé un baiser dans mes cheveux. « À quoi penses-tu » murmura-t-il. Je me suis blotti plus près. Je pensais juste que si quelqu'un m'avait dit hier matin que ce soir je serais ici comme ça, je l'aurais traité de fou. Il a gloussé doucement. Le destin a une étrange façon d'intervenir. J'ai incliné mon visage vers lui. Tu penses que c'est le destin ? Il a réfléchi à cela, les yeux sombres, pensifs mais brillants. Je pense que nos chemins se sont croisés au moment exact où nous avions tous les deux besoin de quelqu'un. Si c'est ça le destin, alors oui. Puis il m'a regardé plus sérieusement. Je pense aussi que le destin ne nous mène que jusqu'à un certain point. Nous choisissons ce que nous en faisons. J'ai senti la vérité de cela. Il avait offert de l'aide, mais j'avais choisi de lui faire confiance. Il avait probablement mené une bataille interne pour ne pas ignorer mon sort comme un simple problème passager. Nous avions tous les deux fait un pas l'un vers l'autre de notre plein gré. Je choisis ça, ai-je dit doucement, levant la main pour caresser sa joue, sentant un peu de barbe naissante qui avait poussé depuis le matin. Je te choisis. Son souffle s'est bloqué, et il s'est tourné complètement pour m'envelopper dans ses bras. Il n'a pas parlé pendant un moment, me tenant alors que le film continuait, oublié. Son rythme cardiaque était régulier sous mon oreille. Finalement, il a chuchoté dans mes cheveux, et je continuerai à te choisir chaque jour. Je savais que la vie n'allait pas être magiquement parfaite. Il y aurait des difficultés, nos mondes qui s'entremêlent, les complexités morales de sa vie, la fin de mes études, peut-être des murmures ou des dangers liés à son travail. Mais je sentais dans mon âme que quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. Il me protégerait, et peut-être que je pourrais être un havre de paix pour lui, loin de ces tempêtes. Alors que le générique de fin du film défilait, j'ai souri pour moi-même, pensant au titre dramatique que j'avais inventé de manière fantaisiste et qui avait tout déclenché. Un patron de la mafia entre dans son propre restaurant et trouve une serveuse en larmes. Mais ce qui suit est pire. Pire ? Ai-je songé à voix haute, attirant son attention. Hachem. Il m'a regardé curieusement. J'ai souri narquoisement. Ce titre était définitivement faux. Ce qui a suivi n'était pas pire du tout. La compréhension a illuminé son visage et il a ri doucement. Non, je dirais mieux. Beaucoup mieux, ai-je convenu. Il a déposé un baiser sur mes lèvres, doucement, tendrement. Je promets que dorénavant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que ce qui suit soit meilleur pour nous deux. Je l'ai cru de chaque fibre de mon être. Fermant les yeux, je me suis laissé fondre dans la douceur de ce baiser et la force de ses bras autour de moi. Sachant que quoi que demain apporte, je ne l'affronterai pas seul. Ensemble, nous avions trouvé quelque chose d'inattendu et de magnifique au milieu des ténèbres, quelque chose de réel et qui valait la peine d'être conservé. Et cela, plus que tout, ressemblait au début plein d'espoir d'un nouveau chapitre que ni l'un ni l'autre n'avions vu venir.